Le panafricanisme. C'est un mot qu'on entend souvent, mais qu'est-ce que ça représente vraiment? Eh bien, c'est bien plus qu'un simple concept. C'est une idée incroyablement puissante qui a façonné tout un continent et qui a inspiré des générations entières depuis plus d'un siècle. Ensemble, on va plonger dans cette histoire fascinante, cette quête d'unité, de libération et de dignité. Alors, pour commencer, mettons les choses au clair. Le panafricanisme, c'est quoi au juste? À la base, c'est un mouvement de solidarité. L'idée, c'est de créer un lien fort entre tous les peuples du continent africain, mais aussi avec ceux de la diaspora partout dans le monde. Et tout ça avec un but commun, la libération, l'unité et bien sûr le développement de l'Afrique. Bon, pour bien saisir toute la complexité de cette histoire, on va la découper en 5 grandes étapes. On va commencer par la naissance de l'idée, puis on verra les débats internes, les moments qui ont tout changé, et on terminera sur la vision d'avenir de ce projet. Allez, on commence par le commencement. Et comme souvent dans les grandes histoires, tout part d'un sentiment d'injustice. Les racines de ce mouvement, elles plongent directement dans le refus, dans la résistance face à la traite négrière et au colonialisme. Et ce qui est fascinant, c'est que bien avant même que le mot panafricanisme n'existe, l'idée, elle, était déjà là. Elle naît vraiment d'un acte de résistance. On a des intellectuels africains en Europe qui commencent à mettre des mots sur ce refus de l'oppression. C'est en quelque sorte une affirmation de leur humanité face à un système qui la niait complètement. Mais attention, cette contre-attaque, ce n'était pas juste une plainte, c'était une véritable réhabilitation intellectuelle. Ces penseurs vont se battre avec les idées. Ils vont activement revaloriser le passé du continent, déconstruire scientifiquement les théories racistes et rappeler à tout le monde la richesse de l'histoire, des empires et des civilisations d'Afrique. Et puis toute cette aspiration va se cristalliser, se condenser en une phrase. Une phrase incroyablement percutante. L'Afrique aux Africains. Popularisée par Edward W. Blyden, avant même que la conquête coloniale soit terminée, elle devient un véritable cri de ralliement. Ok, l'objectif est clair. Mais comment y arriver? C'est là que ça devient complexe. Le mouvement est loin d'être un bloc uni. En fait, il est traversé par un débat intense entre deux visions, deux stratégies très différentes pour un seul et même combat. La première voie, c'est celle de W.E.B. Du Bois, un grand intellectuel qui va organiser toute une série de congrès très formels dans les capitales européennes. Son idée, c'est de faire du lobbying, d'utiliser la diplomatie pour faire pression et obtenir des changements petit à petit. Et là, le contraste est vraiment frappant. On a d'un côté l'approche intellectuelle, un peu élitiste de Dubois, qui mise sur la diplomatie pour obtenir l'intégration et les droits civiques. Et de l'autre, le discours beaucoup plus enflammé et beaucoup plus populiste de Marcus Garvey, qui lui cherche à mobiliser les masses. Et l'approche de Garvey, elle, a un écho phénoménal. Son association, l'UNIA, va littéralement électriser des millions de personnes. Il promeut la fierté raciale, une vision audacieuse de retour en Afrique. Son influence sera absolument considérable sur de futurs leaders comme un certain Kwame Nkrumah. Ces deux courants vont donc coexister. Mais un événement mondial va tout faire basculer. Un véritable tournant qui va pousser le mouvement à passer à l'action de manière beaucoup plus radicale. 1945. La Seconde Guerre mondiale vient de se terminer. Le monde a changé. Et avec lui, la nature même du combat pour la liberté. C'est dans ce contexte complètement transformé que va se tenir le 5e congrès panafricain à Manchester. La Charte de l'Atlantique a proclamé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et une toute nouvelle génération de leaders, beaucoup plus impatiente, est là, prête à exiger que cette promesse soit tenue. Et là, le changement de ton est total. C'est fini. Les demandes polies, les résolutions prudentes, place à une exigence claire, nette, sans compromis, l'indépendance. Et il faudra l'obtenir par tous les moyens nécessaires. La rupture est là. Avec les indépendances qui commencent à arriver, la quête d'unité change de décor. Elle se déplace directement sur le continent africain. Et là, évidemment, elle va faire face à de tout nouveaux défis. Le Ghana, tout juste indépendant, avec Nkrumah à sa tête, devient le cœur battant du mouvement. Accra devient une sorte de capitale du panafricanisme en organisant des conférences majeures qui vont inspirer des leaders de tout le continent, comme Patrice Lumumba, et pousser très fort pour cette idée d'une Afrique unie. Mais ce chemin vers l'unité est loin d'être une ligne droite. De profondes divisions idéologiques apparaissent. On a d'un côté le groupe de Casablanca, les progressistes qui rêvent d'une fédération politique tout de suite, et de l'autre, le groupe de Monrovia, les modérés, qui préfèrent une coopération plus graduelle, étape par étape. Finalement, il a fallu trouver un compromis. C'est ce qui se passe à Addis Abeba, où naît l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. Et ce compromis, il est crucial.
on va privilégier la souveraineté de chaque État et le respect des frontières héritées de la colonisation. Le rêve d'une fédération politique immédiate est mis de côté. Mais la création de l'UA, ce n'est pas la fin de l'histoire, loin de là. L'esprit panafricain va continuer à vivre, à évoluer et à prendre de nouvelles formes, que ce soit sur le plan culturel, économique ou politique. Cette unité, on va aussi la chercher et la célébrer sur le plan culturel. Des festivals absolument grandioses sont organisés à Dakar, à Alger, à Lagos. Le but, affirmer et partager une identité africaine commune et créer des ponts solides entre le continent et sa diaspora. Et puis, au tournant du millénaire, l'organisation elle-même évolue. L'OUA devient l'Union africaine. Et ça, c'est un changement de philosophie majeur. On passe du principe de non-ingérence, chacun chez soi, à celui de non-indifférence qui donne le droit d'intervenir chez un voisin pour empêcher des crimes de guerre ou un génocide. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Et ça nous laisse avec une question. Une question vraiment provocatrice qui fait le lien entre tout le passé de ce mouvement et son avenir potentiel. La diaspora mondiale, tous ces peuples d'origine africaine à travers le monde, devraient-elles être reconnus officiellement comme la 6e région de l'Union africaine? Le débat est ouvert et la quête d'unité, elle, continue.